Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Agnès Buzyn et Christophe Castaner chahutés hier dans l'hémicycle du Sénat. Les ministres ont subi la colère des sénateurs après avoir demandé le vote bloqué sur une proposition de loi communiste. De quoi crisper un peu plus les relations avec l'exécutif en pleine révision constitutionnelle. L'égalité homme-femme rend les entreprises plus performantes et plus innovantes. Déclaration d'Emmanuel Macron à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le chef de l'État s'est rendu dans une société modèle en matière de féminisation et d'égalité salariale. Et justement, l'égalité salariale, il en sera question lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Elle sera d'ailleurs présidée par une femme, la sénatrice centriste Valérie Létard. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission et à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek, salle des conférences, et Sam Tranui depuis l'hémicycle du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Nous vous en parlions hier, la décision du gouvernement de demander le vote bloqué pour rejeter un texte des communistes sur les retraites agricoles a déclenché la colère des sénateurs de tous bords. La séance a été particulièrement animée et, chose rare, les ministres Agnès Buzyn et Christophe Castaner ont dû justifier la position de l'exécutif sous les huées. Fabien Riquer. C'est l'épilogue houleux d'une séance rarement vécue au Sénat. J'ai l'honneur, en conséquence, de vous informer qu'en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, le gouvernement demande à la Haute Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte. Colère des sénateurs devant la manœuvre du gouvernement pour bloquer une proposition de loi communiste sur la revalorisation des retraites agricoles. Déjà voté à l'Assemblée nationale, le texte était pourtant sur le point d'être adopté au Sénat. Mais quelques minutes avant l'examen des amendements, le gouvernement a coupé court à la discussion, en dégainant l'article 44.3 qui permet à l'exécutif d'imposer sa version du texte. Procédure rarissime face à une proposition de loi et inadmissible pour le président du Sénat. Et à un moment où on débat de la relation entre gouvernement et Parlement, être informé 7 minutes avant la réunion de la commission, que finalement le gouvernement allait déposer un amendement, est-ce que ça fait partie du respect entre le gouvernement et le Parlement? Alors que les sénateurs dénoncent un double coup de force contre le Parlement et le monde rural, selon le gouvernement, la mesure n'était pas financée. La position du gouvernement est à la fois très attentive à la question des petites retraites du monde agricole, mais en même temps ne souhaite pas que ce soir un nouvel impôt de 400 millions d'euros soit créé, comme ça, sans cadre budgétaire. Après un rappel au règlement et une suspension de séance, une conférence des présidents de groupe se réunissait en urgence. 2 heures plus tard en séance, le groupe communiste reportait l'examen de sa proposition de loi au 16 mai, dans l'espoir d'ici là de faire évoluer la position du gouvernement. Et on va retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec Claude Malhuret, c'est le président du groupe Les Indépendants ici au Sénat. Absolument. Bonjour Claude Malhuret. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On vient de le voir, un front unanime au Sénat, colère unanime des sénateurs face à cette procédure hier. Comment le gouvernement en est arrivé à utiliser cette procédure de vote bloqué? Pourquoi le gouvernement a fait ça? Comment le justifier? C'est au gouvernement de le faire s'il veut le justifier. Mais je crois qu'on a vu un problème alors qu'il y en avait 2. Le problème, c'est la procédure utilisée par le gouvernement qui a choqué. Mais le problème que l'on n'a pas étudié, c'est que cette proposition de loi avait posé un vrai sujet parce qu'elle n'était pas gagée. Elle n'aurait jamais dû passer l'article 40 à l'Assemblée lorsqu'elle a été votée l'an dernier, 3 mois avant l'élection présidentielle. Gagée sur les tabacs, gagée sur la taxe sur les transactions financières qui n'était absolument pas budgétée. C'est le coût de la mesure, c'est les 400 millions d'euros. Exactement. Et par conséquent, je pense qu'il faut accorder les torts des 2 côtés. Le gouvernement a eu tort sur la méthode. Cette proposition de loi n'était pas responsable. Et par conséquent, la conclusion, c'est qu'il faut sortir de ça par le haut. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Il fallait retirer cette proposition de loi et rediscuter avec le gouvernement pour se remettre dans des termes des 2 côtés
acceptable. Et c'est le cas. Claude Malhuret, l'autre mesure qui a déclenché la colère, la fronde des sénateurs, c'est la limitation possible du droit d'amendement, une mesure dénoncée par les élus de tous bords comme une atteinte au pluralisme, un délit de démocratie. Oui. Là également, est-ce que vous partagez cette fronde, cette colère? Je ne parlerai pas de fronde ou de colère. J'étais hier reçu par Édouard Philippe dans le cadre des consultations avec les présidents de groupe et je lui ai expliqué qu'effectivement, je considérais que mon groupe considère aussi que la restriction du droit d'amendement est un vrai problème et que le droit d'amendement est constitutionnel pour tous les parlementaires. Je l'ai trouvé tout à fait à l'écoute sur ce sujet. Je ne pense pas qu'on soit dans le cadre d'un drame. Je pense que le gouvernement sera prêt à... Je n'en suis pas sûr, bien entendu, mais je pense que le gouvernement sera prêt à discuter sur ce sujet qui tient à cœur à tous les parlementaires. Vous parlez à l'instant d'Édouard Philippe, la réforme des institutions, on le sait, le bras de fer est engagé avec le Sénat. Que vous a dit Édouard Philippe? Est-ce que vous avez senti le Premier ministre inflexible? Justement, c'est ce que je venais de vous dire. Moi, je l'ai trouvé dans une position de discussion, dans une position d'ouverture. Par exemple, sur ce sujet de l'amendement, il est probable qu'à la fin de la négociation, il va rester 2 ou 3 sujets durs, et on les connaît déjà. Mais aujourd'hui, en tout cas hier, j'ai trouvé un Premier ministre qui faisait venir les présidents de groupe, non pas par effet cosmétique, mais pour réellement discuter avec eux. Donc j'espère que, en tout cas moi je suis tout à fait, le groupe que je préside est tout à fait sur la ligne. Il faut tout faire pour parvenir à une réforme consensuelle et à un congrès plutôt qu'à un référendum. Très bien, merci Claude Malhuret d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction. Et autre point qui suscite les tensions, il concerne la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Hier, Benjamin Griveaux a confirmé que la mesure prendrait effet à compter du 1er juillet. Or, selon les sénateurs, elle pénalise les territoires ruraux. Sandra Serqueira. Le sénateur Jean-Luc Fichet dénonce un passage en force et juge inadmissible la méthode du gouvernement. La limitation à 80 km/h sur les routes secondaires est décidée par décret, sans concertation. Nous aurions aimé quand même que, avant que la décision ne soit définitive, on attende le rapport des sénateurs, puisqu'on a mis en place une mission spéciale justement pour auditionner tous les gens qui sont concernés et puis se forger un avis et faire des propositions. Il semblerait que le travail des sénateurs ne l'intéresse pas. Automobilistes, motards, la colère monte dans les campagnes, relayée par les élus de tous bords politiques. Une pétition a même été signée par plus d'un tiers des présidents des conseils départementaux. Alors pour calmer les esprits, le gouvernement promet une évaluation au bout de 2 ans. Mais le sénateur Michel Raison n'y croit pas. Pour lui, une fois de plus, le gouvernement porte atteinte à la ruralité. Les zones rurales se sentent aussi un peu plus martyrisées que les autres parce qu'on leur refuse déjà des routes à 2x2 voies, on leur refuse des autoroutes, on leur supprime le gasoil, on leur augmente ceci et en plus on leur dit vous allez rouler à 80. Donc il y a aussi un aspect psychologique. Et ensuite, qu'on le veuille ou non, sur des tronçons assez longs et acceptables, on ira quand même moins vite. Donc les gens, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de transport en commun. Il y en a qui font 50, 60, 70 km tous les jours pour aller au travail sans transport en commun. Cette réduction de la vitesse concerne 400 000 km de route. Selon les sondages, 2 Français sur 3 sont contre les 80 à l'heure. Et en ce 8 mars, journée internationale de la femme, Édouard Philippe, le Premier ministre, appelle toute la société à s'impliquer pour lutter contre les inégalités. Pour lui, tout commence d'ailleurs à l'école. Le Premier ministre qui a promis qu'un référent égalité serait nommé dans chaque établissement scolaire. Les explications d'Adrien Velay. Le gouvernement veut frapper fort et vite. Ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé une série de mesures pour à la fois combattre les violences faites aux femmes et réduire les inégalités qu'elles subissent. Certaines mesures ciblent l'éducation. Des référents égalité seront nommés dans chaque établissement scolaire. Ils seront chargés de faire remonter aux directions les incidents à caractère sexiste. Le gouvernement veut aussi agir dans le monde de l'entreprise. Les sociétés qui dérogeront à l'égalité salariale seront désormais sanctionnées à partir de 2022. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme Marlène Schiappa a annoncé la création d'une task force entre les secteurs publics et privés pour favoriser l'égalité professionnelle. Ce groupe d'action regroupera notamment plusieurs chefs d'entreprise. Enfin, le gouvernement veut sanctionner les délits et crimes à caractère sexiste et sexuel avec plus de force. Une amende pour outrage sexiste pourra désormais être délivrée à hauteur de 90 €. 5000 places d'hébergement d'urgence réservées aux femmes victimes de violences seront créées sur l'ensemble du territoire. Enfin,
l'âge du consentement sexuel sera fixé à 15 ans. En dessous de cette limite, toute atteinte sexuelle sur mineur sera désormais considérée comme un viol. Pour la bonne mise en application de ces mesures, le Premier ministre a annoncé des crédits de 420 millions d'euros. Et on retourne à la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek. Vous êtes avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'est à vous. Bonjour Jean-Michel Blanquer, merci de répondre à nos questions. Vous étiez à l'instant avec Édouard Philippe qui annonce donc la lutte pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. Elle commence dès l'école avec donc la nomination d'un référent, c'est ça, dans les écoles, dans les classes? Oui, dans chaque établissement, on aura un référent sur l'égalité femmes-hommes, tout simplement pour s'assurer du respect des règles et puis d'une conception au quotidien de ce qui se joue en matière d'égalité femmes-hommes. C'est des sujets souvent très concrets, très quotidiens. Et il est bon qu'il y ait une personne qui soit en charge de cela dans chaque établissement, qui se charge de partager un petit peu les dispositifs qui existent pour sensibiliser les enfants en particulier, mais aussi parfois les parents, sur les enjeux de cette bonne relation entre les garçons et les filles. Mais justement, très concrètement, comment peut-on sensibiliser dès le plus jeune âge à ces problèmes, à ces questions-là? Ce sont des stratégies pédagogiques d'abord, la manière dont on représente les garçons et les filles dans les histoires par exemple, la façon dont on organise les jeux, la façon dont on se soucie des relations qui existent entre les enfants et qu'on ne laisse pas s'installer de mauvaises façons de faire, la façon dont on utilise la question de la relation garçon-fille pour en faire un enjeu, j'allais dire, du contrat social qui déjà se joue entre les petits. Si d'emblée on apprend à se respecter entre garçons et filles, par exemple, à se comprendre, c'est quelque chose qui va au-delà même de la relation garçon-fille et ça rejoint l'objectif de respecter autrui que je mets au cœur des objectifs de l'école primaire. Très bien. Très rapidement, Monsieur le Ministre, le Conseil constitutionnel a validé tout à l'heure la loi sur l'enseignement supérieur, la loi Parcoursup. Vous êtes soulagé, vous êtes satisfait, j'imagine? Bien sûr, pas surpris, mais satisfait, puisque avec Frédérique Vidal, on pensait bien que ce projet était robuste. Frédérique Vidal a fait un travail exceptionnel pour arriver à ce résultat, et j'étais évidemment avec elle pour y arriver, sur le plan juridique, mais aussi sur le fond, pour arriver à ce que nous ayons un outil pertinent pour nos élèves, de façon à réussir leur affectation dans l'enseignement supérieur. Très bien, je vous remercie Monsieur le Ministre. Merci Monsieur Blanquer, merci. Merci Saveria pour cette réaction en direct. Dans le reste de l'actualité au Sénat, aujourd'hui, l'audition de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a présenté une série de mesures devant les sénateurs pour soutenir l'industrie. Je vous propose de l'écouter. N'ayons pas à rougir. Nous avons une industrie exceptionnelle. Mais arrêtons de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est comme ça que nous l'aiderons à se développer. Pour favoriser cette montée en gamme, nous allons, dans la prochaine loi sur la croissance et la transformation des entreprises, prendre toutes sortes de décisions qui vont permettre à nos entreprises de grandir et de monter en gamme. Parce que pour monter en gamme, il faut innover. Pour innover, il faut avoir une taille critique. Nous allons simplifier les seuils. Nous allons alléger les seuils sociaux et fiscaux. Nous allons faciliter la transmission d'entreprises pour favoriser le capitalisme familial. Nous allons améliorer les capacités de financement des entreprises, en modifiant certaines règles de l'assurance vie et certaines règles de l'épargne retraite. Nous mettrons de nouveaux moyens de financement à disposition de nos entreprises et de notre appareil productif. Tout cela permettra à notre industrie de grandir, d'innover, d'investir. Et on retrouve Saveria Rojek avec vous, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est à vous. Bonjour Marlène Schiappa, merci de répondre à nos questions. Vous étiez tout à l'heure à la fois avec Édouard Philippe, mais également avec Emmanuel Macron, cette journée internationale des droits des femmes. Le gouvernement qui dévoile bien sûr de nouvelles mesures pour faire progresser l'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale. L'objectif, c'est de réduire les écarts de salaire en 3 ans. Il y a eu 12 lois depuis les années 70. Pourquoi ça marcherait aujourd'hui alors que la loi Yvette Roudy de 78 n'est toujours pas respectée? Effectivement, c'est une bonne question. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de lois et qu'elles ne sont pas toutes appliquées. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est faire appliquer les lois qui existent en renforçant les contrôles, comme le président de la République l'a indiqué, et donc en renforçant les sanctions, mais aussi en agissant sur les bonnes pratiques et sur l'émulation. C'est pour ça que nous avons créé une task force publique-privée en partenariat avec le World Economic Forum et les patrons de grandes entreprises comme Gecina, LVMH, Schneider Electronic ou la BPI qui s'engagent pour travailler ensemble à échelle de 3 ans.
Est-ce que le gouvernement s'engage réellement? Est-ce que d'ici la fin du quinquennat, les écarts de salaire soient résorbés complètement? Écoutez, justement, est-ce que c'est un engagement que prend Emmanuel Macron aujourd'hui? Le World Economic Forum a calculé qu'on atteindra l'égalité professionnelle au niveau mondial en l'an 2234. Et justement, nous voulons ramener l'année 2234 à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Nous ne pourrons pas tout seuls. Il faut que les partenaires sociaux s'emparent du sujet. Il faut que les entreprises agissent clairement sur ce sujet. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, l'intensification des contrôles de l'inspection du travail, ça peut marcher, ça marche réellement? Oui, l'idée c'est de passer de 1700 contrôles, 1700 inspections à 7000 inspections pour faire en sorte effectivement qu'on fasse appliquer la loi. Il y a des sanctions qui sont prévues, ça va jusqu'à 1% de la masse salariale. On va faire ça, on va mettre aussi à disposition un logiciel pour calculer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Ça fait plusieurs mois que nous l'expérimentons avec le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Donc je crois que toutes ces actions mises ensemble vont pouvoir marquer une véritable différence. Dernière question très rapidement, Marlène Schiappa, le délit de harcèlement de rue, beaucoup disent que ce délit est inapplicable. Alors beaucoup, non, je ne le crois pas. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lui-même, qui n'est pas connu pour affirmer des choses à la légère, a dit très clairement que les forces de l'ordre s'emparaient de cela et pourraient verbaliser en flagrant délit pour faire en sorte de punir le harcèlement de rue. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Marlène Schiappa, merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup Saveria pour cette réaction en direct. On va tout de suite retrouver l'hémicycle du Sénat pour cette séance de questions d'actualité. La séance, je vous le disais, qui est présidée aujourd'hui par la sénatrice centriste du Nord, Valérie Létard, en cette journée internationale des femmes. Beaucoup de questions sur les femmes d'ailleurs. Tam Tranui, quel est l'ordre du jour de cette séance? Eh bien écoutez, on va tout de suite prendre la direction de la séance puisqu'elle vient de débuter, puis on en reparlera juste après. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, au nom de toutes mes collègues de cet hémicycle, en ce 8 mars, Journée internationale pour le droit des femmes, je suis très heureuse de présider cette séance de questions d'actualité au gouvernement. C'est un beau symbole et je tiens à en remercier sincèrement notre président Gérard Larcher. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3, Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect des uns et des autres, ainsi que le temps pour permettre à chaque collègue de bénéficier de la diffusion complète de sa question et de la réponse. La parole est à Madame Annick Billon pour le groupe Union Centriste, que je salue particulièrement en cette journée du droit des femmes, puisqu'elle est notre présidente de la délégation aux droits des femmes. Madame Billon, à vous la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes. En cette journée internationale des droits des femmes, je souhaite évoquer la question des moyens mis en œuvre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans son discours du 25 novembre 2017, le chef de l'État déclarait vouloir faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Il s'engageait alors à donner la priorité à la lutte contre les violences faites aux femmes et annonçait une hausse de 13% des crédits dédiés. On peut s'en étonner, mais cette politique publique repose essentiellement sur des associations et sur le dévouement de leurs bénévoles. Ces associations remplissent des missions de service public. Or, force est de constater que les financements qui leur sont alloués sont non pérennes et souvent insuffisants au regard de l'ampleur des besoins. La libération de la parole a suscité une forte attente avec un nombre croissant de plaintes de victimes à traiter. Chaque femme est en droit d'attendre un traitement identique de sa plainte, qu'elle habite en ville, dans les territoires ruraux ou dans les territoires d'outre-mer.
Or, comment mener une vraie politique publique en s'appuyant sur des subventions à la fois incertaines et à géométrie variable selon les territoires? Pouvez-vous, en cette journée du 8 mars, Madame la Ministre, détailler les clés de financement attribuées aux violences faites aux femmes? Car n'oublions pas que derrière chaque femme victime de violences, il y a également des familles et des enfants victimes. Notre société doit être une société de respect où femmes et hommes progressent ensemble. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, vous l'avez rappelé, le Président de la République a décrété grande cause nationale du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes. En termes de moyens, il y a des augmentations substantielles puisque nous sommes à près de 30 millions pour le programme 137, donc en budget propre, qui est quasiment à 100% consacré au financement des associations. C'est le seul programme du budget de l'État qui est consacré presque en intégralité à la subvention des associations et à 420 millions d'euros en interministériel. Vous l'avez très bien décrit, Madame la sénatrice, actuellement et depuis des années, la situation, c'est que des associations ou des élus locaux ou la société civile est moteur en termes de droits des femmes et que l'État suit en soutenant ou en subventionnant ou en ne subventionnant pas. Nous, notre politique, c'est de dire que l'État doit reprendre la main. Les droits des femmes, c'est la compétence de l'État. Donc c'est l'État qui doit être de nouveau moteur, locomotive, impulser les politiques publiques et reprendre ses responsabilités. Un exemple, l'accompagnement des femmes vers les plaintes sont actuellement très majoritairement assurés par des associations. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a indiqué qu'une plateforme serait créée pour que ces femmes puissent parler en ligne, en direct, avec des policières et des policiers, afin que l'État puisse les accompagner dans la plainte et ensuite dans la judiciarisation. Par ailleurs, 5000 places d'hébergement d'urgence vont être réservées au cours de l'année pour héberger justement les femmes qui sont victimes de violences. Et en termes de subventions, moi je ne peux pas vous laisser dire, Madame la Présidente de la délégation, que les subventions sont incertaines. Vous savez qu'il y a des CPO et des contrats de subvention qui durent plusieurs années, jusqu'à 3 ans, donc qui sont certaines. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu un seul euro de baisse de subvention de l'État pour les associations nationales de lutte pour les droits des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles en particulier. Mais nous allons revoir ça à partir du mois d'avril avec notamment de nouveaux appels à projets. J'ai installé un groupe d'experts qui est chargé d'expertiser justement les subventions et les associations devront leur remettre des dossiers et pourront voir leurs subventions augmenter si besoin en est. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Josiane Costes pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Pour 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux. Madame la Garde des Sceaux, nous savons tous que la protection judiciaire de la jeunesse exerce une mission essentielle dans des conditions difficiles pour prendre en charge les mineurs délinquants et les aider à se reconstruire et à s'insérer dans la société. Parfois aussi, il revient à la société de donner un accompagnement plus personnalisé à ces jeunes, y compris en les plaçant dans des centres éducatifs fermés, afin de mieux prévenir la récidive et les intégrer à un parcours éducatif. Sur ce plan, il reste encore des progrès à faire pour mieux prendre en compte les spécificités de la délinquance des jeunes filles mineures. Il n'existe en France qu'un seul centre éducatif fermé réservé aux adolescentes. Or, la mixité peut être ici véritablement problématique, alors que cette période de la vie est déterminante pour la construction du futur adulte. Ainsi, trop souvent, ces jeunes filles sont placées dans des établissements pénitentiaires pour femmes qui ne répondent pas à leurs besoins spécifiques, malgré le dévouement et le travail remarquable des personnels. Madame la Garde des Sceaux, les besoins sont réels, vous le savez, mais il nous faut une volonté politique. Ma question est donc simple. Envisagez-vous d'orienter, de développer la création des centres éducatifs fermés adaptés aux jeunes filles mineures? Sachez, dans tous les cas, qu'en tant qu'élue du Cantal, je suis prête à travailler avec vous pour accueillir une telle implantation sur mon territoire afin de donner une nouvelle chance à ces jeunes femmes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Costes,
Les centres éducatifs fermés qui ont été créés en 2002 sont aujourd'hui au nombre de 52 sur le territoire national. Ils constituent, vous le savez, une alternative à l'incarcération. Ils permettent d'apporter une réponse contenante pour les mineurs qui sont les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves. Ils répondent ainsi à la fois à une forte demande sociale de contrôle et de sécurité, et leur pertinence en matière de prévention et de prévention de la récidive a également été soulignée par de très nombreux rapports et elle est appréciée par les magistrats. Ces établissements sont donc bien identifiés par les juridictions qui en expriment régulièrement le besoin. Le président de la République, vous le savez, dans sa campagne électorale, a fait part de sa volonté de mettre davantage de centres éducatifs fermés à disposition des magistrats et des jeunes qui soient répartis sur l'ensemble du territoire. J'ai donc pour perspective de créer 20 nouveaux centres éducatifs fermés et il est actuellement envisagé que l'un d'entre eux soit dédié à la prise en charge des jeunes filles dans le cadre de ce programme. Il n'existe en effet aujourd'hui qu'un seul centre éducatif fermé dédié à des jeunes filles qui se situe à Doudeville dans le département de la Seine-Maritime. En 2016, les centres éducatifs fermés, il faut le souligner, n'accueillaient que 6% de filles contre 94% de garçons. Et donc la perspective dans laquelle nous nous situons répondra au moins pour partie à cette problématique. À ce jour, je rappelle toutefois que la mixité n'est pas un handicap et que si elle est bien régulée, elle peut être une solution également tout à fait satisfaisante. Nous ne savons pas au moment où je vous parle quelles seront exactement les localisations choisies pour implanter ces nouveaux centres éducatifs fermés, puisque les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse doivent nous adresser leurs propositions en ce sens, mais j'ai bien compris que le Cantal était un lieu peut-être candidat à cette localisation. Merci Madame la Ministre. Madame Coste, vous souhaitez répondre à Madame la Ministre ? Merci Madame la Présidente. Oui, il est indispensable de mailler le territoire par ces centres éducatifs fermés parce que les jeunes filles mineures délinquantes du sud de la France sont coupées de leurs liens affectifs étant donné que le centre éducatif fermé pour jeunes filles est à Doudeville en Normandie. Voilà le sens de ma question. Merci beaucoup. Merci chers collègues. La parole est maintenant à Madame Michèle Gréaume pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. La Journée internationale des droits des femmes rappelle chaque année l'actualité de l'égalité entre hommes et femmes. Ce 8 mars 2018 restera marqué par la mise au grand jour salutaire des violences faites aux femmes dans la sphère privée ou publique. La parole enfin libérée montre que nous ne sommes hélas pas dans le domaine de l'exception. C'est particulièrement vrai sur les lieux de travail. Une femme sur 5 est victime de violences sexistes ou sexuelles. S'il y a bien obligation pour l'employeur d'agir, prévenir et sanctionner, la réalité froide et cruelle est tout autre. Nous savons aussi qu'il ne peut y avoir de recul du harcèlement sans recul des inégalités économiques et sociales. Les femmes les plus menacées sont parmi les plus précaires, les plus isolées. Question sociale et émancipation féminine sont totalement liées. La très grande majorité des femmes fait partie des minima sociaux. Les premières victimes aussi des temps partiels imposés. Et que dire des insupportables inégalités salariales? Une étude réalisée à la demande de la Directe Hauts-de-France indique que cela représente un grand écart de près de 300 000 € sur toute une vie de travail. Plus encore, ces inégalités salariales entraîneraient un manque à gagner estimé à 246 milliards d'euros de pertes en revenus et cotisations de toutes sortes. De quoi remettre en cause très fortement ces vieilles croyances, pour ces vieilles politiques que le progrès social serait néfaste au progrès économique. C'est tout l'inverse. L'égalité homme-femme est la grande cause nationale du quinquennat? Très bien. Mais au-delà des effets d'annonce, quels moyens humains et financiers allez-vous mettre en œuvre? Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez évoqué deux sujets essentiels pour les droits des femmes. Le sujet des violences sexuelles et sexuées au travail et le sujet de l'égalité salariale. En ce qui concerne les violences sexistes et sexuées au travail,
nous avons recueilli les propositions des partenaires sociaux dans le domaine du secteur privé. Et hier, avec le Premier ministre, avec le secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, nous avons convenu de travailler sur plusieurs pistes dans les 6 à 7 semaines qui viennent pour aboutir à des propositions dans ce domaine. Les pistes sont notamment sur l'information, la formation, la création de référents et les sanctions. Pourquoi la formation? C'est très important que les élus du personnel, que les responsables de ressources humaines, de médecine du travail, que l'ensemble des acteurs de la vie de l'entreprise puissent savoir comment accueillir des femmes qui aujourd'hui n'osent peu ou ne posent pas assez parler. Et c'est pour ça que nous mettrons aussi avec eux des systèmes de référents. Mais il faut aussi sensibiliser l'encadrement, l'ensemble des élus du personnel et l'ensemble des salariés de façon générale, car c'est le sexisme ordinaire crée le terreau des violences plus graves qui peuvent se passer dans l'entreprise. Dans le secteur public, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, avec le secrétaire d'État à la fonction publique, ont annoncé il y a quelques jours un plan ambitieux aussi sur ce sujet, car ça concerne, comme vous le savez, aussi bien le secteur public que le secteur privé. En ce qui concerne l'inégalité salariale, vous avez raison de dire que, 1, il est inacceptable, et 2, que c'est évidemment d'abord un sujet d'équité, de justice sociale, mais c'est aussi finalement un aveuglement sur le plan économique, car encore ce matin, avec le président de la République, nous étions dans une entreprise qui démontrait que lorsqu'on s'attaque au sujet, qu'on règle et qu'on progresse en matière de mixité, l'entreprise est plus performante. Donc il faut le faire d'abord pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons économiques. Et avec les partenaires sociaux, nous allons travailler très étroitement sur ce sujet dans les semaines qui viennent. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 10 secondes pour la réponse à Madame la Ministre. Le compte n'y est pas. J'insiste sur le lien entre questions sociales et lutte contre le harcèlement et les violences. Un exemple concret. Avec la casse du droit du travail que votre gouvernement a organisé, les CHSCT, instruments nécessaires de la lutte contre les violences au travail, ont été supprimés, ce qui précarise encore plus les femmes. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Hélène Conway-Mouret pour le groupe socialiste et républicain. Chers collègues. Attendez. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Cette question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, l'égalité est un droit et c'est bien celui-ci que des milliers de Françaises réclament encore aujourd'hui en cette journée internationale des droits des femmes. Lundi, vous annonciez aux Françaises et aux Français un Big Bang sur la formation professionnelle. 3 jours plus tard, vous présentez un plan ambitieux pour lutter contre les inégalités salariales et professionnelles, tandis que dans le même temps, le président de la République fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause nationale du quinquennat. Depuis 9 mois et en toute matière, les réformes succèdent aux annonces et les projets aux déclarations avec l'idée affirmée que tout serait à faire et que rien n'a été fait. Ce passé, quel est-il? Celui d'un ministère de plein exercice, animé avec ferveur et passion par ma collègue Laurence Rossignol, voici encore quelques mois, devenu un modeste secrétariat d'État doté du plus petit budget qui soit, 0,006%. Quel progrès pour l'égalité des femmes! Cette égalité, vous le savez, Madame la Ministre, existe encore moins qu'ailleurs lorsque l'on s'intéresse à la rémunération du travail salarié. Selon votre propre ministère, l'écart moyen entre les femmes et les hommes s'élève en France à 25,7%, tout temps de travail confondu, et à 9% à poste et expérience équivalents. Alors que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, elles occupent ensuite des postes à moindre responsabilité. En raison des inégalités de carrière, les femmes partent à la retraite 1 an plus tard que les hommes, avec des droits moins importants. Cette situation est pourtant illégale parce qu'elle est une discrimination liée au sexe, interdite depuis 1982, et parce qu'elle contrevient au principe de à travail égal, salaire égal, prévu par le Code du travail depuis 46 ans. Je désire donc savoir quelles mesures vous entendez prendre pour assurer réellement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et pourquoi attendre 2022 pour les mettre en place? En Islande, la contrainte législative a été immédiate. Quel financement allez-vous pouvoir consacrer aux mesures nécessaires à la réalité de cette égalité? J'ajoute, Madame la Ministre, qu'il est bientôt 15h40. Il faut conclure. Je conclus. Heure à laquelle les femmes cessent d'être payées chaque jour
sur la base d'une journée standard. J'invite donc toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de marquer notre solidarité avec nos sœurs espagnoles aujourd'hui en grève et les associations féministes mobilisées dans tous les pays. L'égalité hommes-femmes, c'est maintenant. L'égalité des salaires, c'est maintenant. Collègue. Les femmes aux responsabilités, c'est maintenant. Bravo. Madame la ministre Muriel Pénicaud pour la réponse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Conway-Mouret. Alors j'ai un point d'accord et un point de désaccord. Alors j'ai un point de désaccord majeur. Je pense que ma collègue Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité et aux droits des femmes, rattachée directement au Premier ministre, n'est pas modeste. Elle est extrêmement mobilisée et elle a un talent particulier, c'est qu'elle nous mobilise tous auprès du Premier ministre. Nous étions 16 ministres ce matin sur ce sujet et ça c'est exceptionnel. Le point d'accord, c'est que pour l'égalité salariale, nous sommes dans un échec collectif. La loi qui oblige à l'égalité salariale, travail égal, salaire égal, à 45 ans. Alors je ne vais pas faire de la polémique. La faute à qui? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et du coup, c'est un peu personne. Et le problème, c'est que ça devienne tout le monde pour qu'on résolve la question. C'est pour ça qu'en ce qui concerne l'égalité salariale et les droits entre les femmes et les hommes, nous avons deux combats. Il y a un combat de long terme qui est le choix des métiers, les stéréotypes. Pourquoi les femmes vont tel métier, qui sont moins rémunérées, moins valorisées, le plafond de verre dans l'entreprise, la gestion des ressources humaines, le plafond de verre intérieur qui fait qu'elles n'osent pas postuler, l'implication des dirigeants. Tout ça, c'est du travail de long terme avec les partenaires sociaux, nous y attellons. Mais il y a quelque chose sur lequel nous voulons vraiment en finir d'ici la fin du quinquennat, dans le cadre de la grande cause du quinquennat. C'est l'inégalité salariale, irréductible pour l'instant, des 9% où les femmes et les hommes ont le même travail et où elles n'ont pas le même salaire. Ça, c'est un scandale de la République. Je sais que tout le Sénat est d'accord sur le fait que c'est une situation inadmissible. Alors la question, c'est comment faire? Parce que tout le monde y a essayé, hein. Et nous avons après beaucoup concerté, nous avons proposé aux partenaires sociaux, nous en discuterons dans les semaines qui viennent, 4 leviers. 1, un outil de mesure, un logiciel facile, gratuit pour mesurer. 2, des enveloppes dédiées dans la négociation annuelle des salaires pour le rattrapage salarial pour que d'ici 3 ans, ça soit réglé. 3, l'implication des dirigeants au niveau du conseil d'administration pour la prise de conscience. Et 4, un renforcement des contrôles avec le passage de 1 700 à 700 000 contrôles de l'inspection du travail par an. Je compte sur vous pour nous aider. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, la libération de la parole des femmes que nous vivons actuellement et les nouvelles mesures que vous allez mettre en place pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes donnent à cette journée du 8 mars un retentissement tout particulier dont nous ne pouvons que nous féliciter. Mais il est un phénomène qui reste peu connu, mal combattu et particulièrement choquant. Je veux parler de la prostitution des adolescentes. Mon intervention repose sur un constat inquiétant réalisé récemment en Seine-et-Marne. La recrudescence de cas signalés par les forces de police, et j'imagine qu'il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'une réalité nationale. Des milliers d'adolescentes se prostituent en France dès le collège, selon l'association ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Les profils sont multiples. La réponse à un besoin vital de se nourrir, de payer ses études, le fait de jeunes qui s'y adonnent parce que ça se fait, mais principalement ce sont des jeunes filles de 13 à 17 ans, fragiles et souvent déscolarisées. Les profils sont multiples. La réponse à un besoin vital, oui, je l'ai déjà dit, naïve car très jeune, elles ne considèrent pas forcément comme des victimes, car elles ne voient pas le mal de ces actes sexuels tarifés. Or, ce sont des victimes manipulées et exploitées, et les répercussions psychologiques dans leur vie future seront dramatiques. Ne nous y trompons pas, c'est bien de la protection des mineurs et de dignité humaine dont il s'agit. Il n'est pas acceptable que dans notre pays, des jeunes n'aient pas été mieux protégés, mieux orientés, mieux identifiés. Certes, le législateur a fortement investi le domaine de la lutte contre la prostitution des mineurs en instaurant un véritable arsenal répressif, mais la répression ne suffit pas. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande de lancer une étude d'envergure pour connaître plus précisément l'ampleur du phénomène, préalable indispensable à la mise en place de mesures de sensibilisation, de prévention, de formation des travailleurs sociaux, des enseignants, des policiers.
la création de lieux d'accueil spécifiques et d'accompagnement, mesure d'une urgence absolue. Merci beaucoup, chers collègues. Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la sénatrice. Effectivement, le problème que vous soulevez, c'est un problème dont nous avons connaissance et la lutte contre la traite des êtres humains en général et contre la prostitution des mineurs en particulier fait pleinement partie de l'action que je mène avec la MIPROF, la mission interministérielle de protection des femmes, puisque le nom complet, c'est la mission interministérielle de protection des femmes et de lutte contre la traite des êtres humains. À cet égard, je me suis entretenue il y a quelques jours avec sa secrétaire générale, Elisabeth Moiron-Braud, avec laquelle nous sommes pleinement mobilisés pour faire en sorte de mettre fin à ce système de prostitution des mineurs. Je crois qu'il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord l'augmentation du phénomène de la traite des jeunes filles dans certains quartiers en augmentation. Et nous avons ce sujet dans notre viseur dans le cadre du 2e plan national de lutte contre la traite, mais aussi un sujet de proxénétisme en ligne. Et nous travaillons sur ce sujet en étroite collaboration avec le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. J'ajoute que ce matin, lors de notre comité interministériel, cette question précisément a été abordée sous l'impulsion de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal. Donc nous sommes mobilisés pleinement en interministériel. Je voudrais rajouter que toute personne victime d'exploitation sexuelle peut bénéficier du parcours de sortie et d'insertion sociale et professionnelle. Ce sont 2,4 millions qui sont mobilisés pour 600 personnes visées en 2018, contre seulement 25 parcours sur les 1000 prévus en 2017. Donc il y a une considérable augmentation de l'action du gouvernement à cet égard. La loi prévoit aussi la remise au Parlement d'un rapport sur sa mise en œuvre après 2 ans d'application. Nous en profiterons donc à ce moment pour nous assurer de l'effectivité et de l'efficacité surtout de ces dispositifs légaux. Enfin, je voudrais rajouter que ces sujets, et particulièrement ceux de la prostitution des mineurs que vous évoquez, s'inscrivent pleinement dans le plan de protection de l'enfance qui sera présenté courant 2019 par ma collègue la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous voyez, c'est tout le gouvernement qui est mobilisé sur cette question cruciale. Merci Madame la ministre. La parole à Madame Céline Boulay-Espéronnier pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame la Ministre, cela fait 40 ans que les lois imposent comme principe essentiel l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Or, en 2018, l'écart salarial à poste égal est de 10%. C'est une différence injustifiée et une véritable discrimination. Et c'est un échec collectif, vous le soulignez. Il faut faire respecter la loi, bien sûr, c'est une urgence. Mais c'est surtout en amont qu'il faut travailler à changer les mentalités, car si une femme, pour la même tâche, est payée moins cher qu'un homme, cela sous-entend qu'elle a moins de valeur. C'est le constat que nous faisons à la délégation aux droits des femmes du Sénat, présidée par ma collègue Annick Billon. Tout le monde doit s'y mettre, gouvernement, élus, partenaires sociaux, entreprises publiques, entreprises privées. Mais l'exemple doit venir du sommet de l'État. Vous avez récemment dit, Madame la Ministre, dans le monde professionnel, lorsqu'on cherche des femmes compétentes, on en trouve. Pourriez-vous donc être notre porte-parole auprès du Président de la République, car parmi les 12 conseillers nommés auprès de ce dernier, on ne compte qu'une seule femme. Et sur 53 membres de son cabinet, 13 femmes, cela fait 22%. Montrons l'exemple, les mots doivent faire place aux actes. Le président de la République a fait de l'égalité homme-femme la grande cause du quinquennat. Mais au-delà des annonces, ce sont des actions que les Français attendent. Je reste sceptique quant à vos annonces, mais nous serons extrêmement vigilants. Madame la Ministre, est-ce que vous vous engagez à venir prochainement nous confirmer que vous avez modifié cet équilibre auprès du président de la République? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole à Madame Madame Pénicaud, ministre du Travail. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, et Madame la sénatrice, vous évoquez 2 sujets, mais les 2 sujets sont liés. C'est comment on fait vraiment le changement, et pour faire le changement, il faut l'implication à tout niveau. C'est pour ça, je l'évoquais un instant, qu'il y a un grand plan pour le secteur public, car le secteur public aussi a donné l'exemple. Pourtant, on pourrait se dire, dans le secteur public, c'est plus facile, puisqu'il y a les classifications, les statuts.
Mais en fait, il n'y a pas forcément le même accès aux carrières, même s'il y a eu des grands progrès de fait dans le passé, on n'y est pas encore. Et c'est pour ça qu'il y a ce programme de la fonction publique piloté par la secrétaire d'État à l'égalité femmes et hommes et le secrétaire d'État à la fonction publique. Dans le secteur privé, vous avez raison aussi qu'il faut non seulement avoir des mesures qui encouragent, mais il faut faire prendre conscience aux dirigeants que c'est non seulement indispensable pour le respect de la loi, mais que c'est aussi intéressant pour eux. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'effectivement, et encore ce matin, Sodexo le montrait, que les entreprises qui ont une vraie parité, une vraie mixité à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, sont plus innovantes, plus attractives de talent et plus performantes. Et c'est pour ça que dans les mesures que nous proposons et que nous allons discuter avec les partenaires sociaux, nous avons proposé que dans les sociétés cotées, les dirigeants aient à se prononcer sur 2 choses par an. Une fois, c'est délibérer sur le bilan de l'égalité salariale dans les entreprises. Parce que ça va être difficile, dans une logique comply or explain, c'est-à-dire de expliquer ou appliquer ou expliquer, de justifier que ça ne marche pas. Ensuite, ils auront à se prononcer aussi sur le sujet, je reviendrai, ils auront à s'expliquer sur le sujet de la mixité dans les top 100. Alors ensuite, il y a un grand progrès déjà dans ce gouvernement, ça ne vous a pas échappé que la moitié du gouvernement est composée de femmes. Ça n'a pas toujours été le cas. Deuxièmement, qu'une grande partie des cabinets ministériels sont dès aujourd'hui paritaires. Ensuite, il y a un travail qui fait, pas tous. Et nous sommes voilà, il y a encore du progrès à faire. On ne dit pas qu'on est parfait, mais je pense que c'est quelque chose qu'on Il faut conclure, Madame la Ministre. Et qu'il faut construire dans le secteur public comme dans le secteur privé. Merci beaucoup. Chers collègues, il vous reste 8 secondes. Souhaitez-vous répondre à Madame la Ministre? Oui, pardon. Pour dire qu'il y a urgence, on est au pied du mur. On n'a pas le droit de dire qu'on ne peut pas être parfait. La preuve par l'exemple, Madame la Ministre, ça c'est important. Merci. Merci. La parole à Madame Jocelyne Guidé pour le groupe Union Centriste. Chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Justice, mes chers collègues. En cette journée internationale de la femme, je veux appeler votre attention sur une population souvent oubliée et parfois abandonnée, les femmes incarcérées. Au 1er janvier 2018, nous en comptions près de 3000. Dans un premier temps, je tiens à saluer la décision visant à installer, au mois de septembre, une crèche pour accueillir les bébés à Fleury-Mérogis. Elle s'inscrit dans le bon sens et mérite d'être généralisée. Cependant, comme un arbre qui cache la forêt, cette bonne nouvelle masque une situation plus contrastée. Les défis à relever sont encore immenses, en particulier sur leurs conditions de détention. En effet, dans certains établissements, notamment à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, l'accès limité et non quotidien aux douches pour les femmes est à déplorer, tandis que les hommes les ont à disposition dans leurs cellules. Cette triste réalité conduit le personnel soignant à prescrire des douches médicales. Cette inégalité, de fait, est inacceptable. Par ailleurs, d'autres difficultés sont à souligner. Les faibles activités proposées, souvent limitées aux seules activités ménagères. La localisation géographique des établissements, complexifiant ainsi le maintien des liens familiaux, sans oublier l'accès aux soins, notamment les soins gynécologiques. Comme l'a si bien appelé le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son avis du 25 janvier 2016, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes doit s'appliquer dans l'intégrité de la société, celle du dehors comme celle du dedans, et les personnes privées de liberté doivent également en bénéficier sans restriction. Mes chers collègues, il y a donc urgence. En conclusion, les exigences d'égalité et de respect de la dignité humaine ne peuvent nous laisser insensibles. Par conséquent, Madame la Ministre, comment le gouvernement entend-il pallier ces injustices? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice pour le gouvernement. Madame la Présidente, Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices, Madame la sénatrice, il m'est difficile de répondre à votre question sans penser à Olympe de Gouges et à sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais oui, puisque au fond, si nous parlons aujourd'hui ici, et vous et moi et tant d'autres, c'est aussi parce qu'elle a dit dans cette déclaration, si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent avoir également le droit de monter à la tribune. Mais ce n'est pas pour cela que je pense à elle aujourd'hui. C'est parce qu'elle a également, dans la même déclaration, explicité que la rigueur de la loi pénale devait s'appliquer de la même manière aux hommes et aux femmes. C'est une autre version du principe d'égalité. La question que vous soulevez a précisément à voir avec ce principe d'égalité.
Les femmes aujourd'hui, vous le savez, sont certes évidemment moins nombreuses que les hommes en détention, 3 000 avez-vous dit sur 70 000, mais c'est un chiffre qui s'accroît constamment. Et nous leur devons et la dignité et le suivi du parcours de détention et la sécurité, bien sûr, pour la société comme à tout détenu. Nous héritons d'une situation que nous avons à prendre en charge et à laquelle nous devons bien entendu répondre. Cette situation, elle est à la fois de nature immobilière. Vous le dites à juste titre, les quartiers femmes sont souvent situés dans des endroits vétustes, comme les hommes certes, mais particulièrement les femmes sont souvent situées dans des quartiers vétustes. Nous devons donc améliorer cela. Nous devons prendre en charge les questions spécifiques aux femmes, c'est-à-dire le suivi lorsque cela s'avère nécessaire de la période de l'accouchement, le suivi dans des cellules mère-enfant de ces femmes pendant le temps où les enfants leur sont laissés, et ensuite le lien bien entendu avec la famille et la réinsertion. Donc tout cela signifie qu'il y a bien entendu des évolutions majeures à opérer. Nous le savons et nous les prendrons en charge dans le cadre de la réponse que le président de la République a indiquée récemment, il y a 2 jours, à Agen. Il y aura des réponses de nature immobilière. Je puis d'ores et déjà vous indiquer que dans le nouvel établissement pénitentiaire qui ouvrira en 2020 à Lutterbach, il y aura un lieu réservé aux femmes avec des conditions tout à fait décentes d'accueil. Et nous multiplierons sur l'ensemble du territoire ce type de réponse. Merci Madame la Ministre. Madame Guidé, il vous reste 8 secondes. Souhaitez-vous répondre? Très bien, merci beaucoup. La parole est à Monsieur Ronan Dantec pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur Dantec. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, une commission indépendante composée d'experts mandatés par le Premier ministre et présidée par l'économiste Kathleen Schubert a remis en septembre dernier un rapport au gouvernement l'alertant sur les impacts environnementaux, climatiques et sanitaires de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA. Confirmant en partie les craintes qui s'étaient exprimées, les rapporteurs ont fait preuve d'inventivité en proposant la création d'un veto climatique face aux impacts de certaines des dispositions envisagées quand les objectifs de respect des enjeux de développement durable et de climat n'étaient pas respectés, je cite, « loin d'être atteints ». À la suite de ces recommandations, vous avez, Monsieur le ministre, intégré le principe du veto climatique dans le plan d'action du gouvernement sur le CETA, sans toutefois en donner les conditions juridiques d'opérationnalité, ce qui a entraîné aussi le scepticisme des ONG environnementales. Aujourd'hui, les discussions sur les échanges commerciaux avec l'Amérique latine sont en cours dans le cadre du Mercosur. De nombreuses questions de compatibilité des modes de production et de consommation entre les parties sont encore au cœur des débats, notamment concernant l'agriculture, particulièrement l'élevage bovin. Le groupe radical au Sénat a d'ailleurs déposé une proposition de résolution portée par le président Requier sur ce volet. Nous pouvons aisément ajouter aux impacts sur l'économie de la viande bovine en France et en Europe l'impact en termes climatiques, car c'est une production dont nous savons qu'elle est fortement émettrice de gaz à effet de serre et responsable de déforestation. Je pense, Monsieur le ministre, que nous partageons la conviction que les négociations commerciales sont un des principaux leviers de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Je souhaite donc vous poser une double question. Tout d'abord, avez-vous défini les critères d'instauration du veto climatique dont l'utilisation a été recommandée dans ce rapport? Et donc, deuxième question à suivre, pourrait-on alors envisager que ce veto climatique s'applique dans le cas du Mercosur, s'il entraîne, comme le CETA, des risques de fragilisation des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique? Merci beaucoup, chers collègues. La réponse à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ronan Dantec. Je rêve d'un temps que j'espère proche où on ne parlera plus de traité ou d'accord de libre-échange, mais d'accord ou de traité de juste échange. Vous m'interrogez, Monsieur le sénateur, et à juste titre, et vous savez que j'en partage cette préoccupation, sur la mise en œuvre du veto climatique dans le cadre du CETA, ainsi, et cela fait partie de la même réflexion, de la prise en compte environnementale dans les accords commerciaux et notamment le Mercosur. Moi, je me fie à ce qu'a dit le président de la République et je fais mienne cette ligne-là. Le président l'a dit, en matière de politique commerciale, on ne bradera ni nos intérêts ni nos valeurs et évidemment encore moins la planète. Sur le veto climatique dans le cadre du CETA,
La Commission européenne, et j'y étais il y a encore très peu de temps, s'est déclarée prête, et il faut prendre ça en compte, mais avec évidemment prudence, à travailler à sa mise en place, et c'est une première avancée. Concrètement, cela prendrait la forme d'une nouvelle déclaration juridique interprétative qui devrait être adossée à la partie consacrée aux investissements du CETA. Mais il nous faut encore obtenir l'accord du Conseil avant de pouvoir finaliser le dispositif avec le Canada. Je ne vous cache pas qu'on doit poursuivre pendant tout le printemps un vrai travail de conviction, à la fois auprès de nos partenaires européens et évidemment de nos amis canadiens. Sur le Mercosur, vous avez probablement entendu le président de la République, il a dit très clairement devant les jeunes agriculteurs le 22 février dernier, il y a des lignes rouges en matière agricole, d'indications géographiques, sanitaires et phytosanitaires, mais aussi en matière de respect de l'accord de Paris. C'est bien parce que ces lignes rouges ont été affirmées que l'accord n'a pas encore été conclu. Le 22 février, le président a aussi rappelé qu'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur n'entre en vigueur tant que l'Union n'aura pas renforcé ses normes sanitaires et environnementales et qu'on n'aura pas obtenu des garanties pour le respect de ces normes. La France s'opposera donc à la mise en œuvre du Mercosur si ce travail n'est pas fait en amont et donc il n'y aura pas d'entrée en vigueur si nous n'avons pas satisfaction sur ce point. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Yves Daudigny pour le groupe socialiste et républicain. Chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, la formation professionnelle est la pierre angulaire de la lutte contre le chômage et du renforcement de la compétitivité des entreprises. La volonté louable de réformer la formation professionnelle n'est pas nouvelle, en atteste la création du compte personnel de formation sous le précédent gouvernement. Votre projet convient à certaines avancées pour les travailleurs, j'en conviens. Droit à la formation accrue pour les salariés faiblement qualifiés, création d'un compte personnel de formation de transition par exemple. Mais il est aussi porteur d'interrogations, d'inquiétudes, de défiance, de regrets. Et d'abord sur la méthode d'un Big Bang, au moins pour le volet gouvernance, proposé de manière unilatérale et sans concertation. Des inquiétudes, au premier rang desquelles la monétisation du CPF. Comment ne pas craindre un affaiblissement du droit à la formation de certains salariés? Les 500 € d'aujourd'hui ou de demain suffiront-ils à financer les 20 heures de formation d'hier, et ce sur tous les territoires? Une interrogation encore sur la place des régions dans la gouvernance de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Votre projet opère un transfert des OPCA vers l'URSSAF. Ce dernier ne doit pas conduire à écarter les branches professionnelles, les organisations syndicales de la définition des besoins en compétences. Pouvez-vous nous rassurer sur ce point? La réforme, enfin, va dans le sens de l'individualisation. Mais la formation professionnelle ne peut se réduire à un clic via une application mobile. Ces éléments ne doivent pas générer une régression de l'accompagnement du salarié dans l'exercice de son droit à la formation. Madame la Ministre, le Big Bang annoncé sera-t-il à la hauteur des attentes sociales, des mutations de notre économie? Le doute est permis quand ni les chômeurs de longue durée, ni les travailleurs handicapés, ni les indépendants n'y ont trouvé place. Je vous remercie. Merci, Monsieur Daudigny. La réponse est apportée par Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur Daudigny, je pense que l'enjeu que nous avons en matière de formation professionnelle, il est double aujourd'hui. Notre système actuel, qui était une grande avancée, la France était en avance dans les années 70-80, est aujourd'hui en échec sur l'égalité des chances. Il n'est pas juste. Les ouvriers et les employés ont 2 fois moins de chances de se former que les cadres. Ils n'ont pas moins de besoins. Seul un chômeur sur 10 a l'accès à la formation chaque année. Les salariés des petites et moyennes entreprises ont 2 fois moins de chances que ceux des grandes entreprises de se former. Il y a 500 000 travailleurs handicapés au chômage, dont la plupart n'ont pas de qualification parce qu'ils en ont eu peu en formation initiale, ils n'en ont toujours pas en formation continue. Je ne vais pas continuer la liste, mais je pense que si on ne change pas quelque chose radicalement dans notre système de formation professionnelle, nous aurons le même constat sur le plan social, que le train de la croissance va reprendre, qu'il va y avoir des créations d'emplois, mais qu'une grande partie de nos concitoyens ne pourront pas monter dans ce train parce qu'ils n'auront pas les compétences nécessaires. Du point de vue des petites et moyennes entreprises, là aussi, le compte n'y est pas. Avec les transformations majeures qui arrivent,
la transition écologique, la transformation numérique, mais ce sont tous les métiers qui sont concernés. On estime à 50% les métiers qui, dans les 10 ans, vont être profondément transformés. Si là aussi, on n'inverse pas les choses, si on ne donne pas la priorité aux TPME, on va se retrouver dans 10 ans, dans 20 ans, avec des désastres dans notre tissu de petites et moyennes entreprises qui constituent tout notre terreau économique rural. Et pour ces raisons, nous avons suivi et nous avons salué, et j'ai salué l'accord des partenaires sociaux sur les droits des salariés qui va beaucoup plus loin et qui va permettre de donner plus de droits. Mais en même temps, nous savons que le système aujourd'hui n'aide pas les petites entreprises et n'aide pas les moins qualifiés. Pour des tas de raisons qui seraient trop longs d'expliquer, que j'aurai l'honneur de vous présenter lorsque je présenterai le projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Mais nous entrerons dans le détail tout ça. Un mot pour terminer. En euros, c'est plus juste, parce que ça veut dire qu'une caissière de supermarché a le même droit à la formation qu'un ingénieur. Mais ça, je suis sûre que je vous en convaincrai. Merci Madame la Ministre. Alors, nous passons à Monsieur Max Brisson pour le groupe Les Républicains. Chers collègues. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis dimanche, l'Italie observe au Quirinal le président Sergio Mattarella tenter de dénouer le nœud gordien issu des urnes. Tout comme la France observait il y a 60 ans le président René Coty à l'Élysée. C'était chez nous le temps de la proportionnelle avec ses majorités éphémères construites sur des compromis de couloir. C'était le temps où on changeait de gouvernement tous les 5 mois. Aujourd'hui encore, un pays sans exécutif, avec un gouvernement sortant qui expédie les affaires courantes. Cela a duré des mois en Belgique en 2007 et 2010. Cela a duré des mois en Espagne, voilà 2 ans. Cela a duré 5 mois en Allemagne récemment. C'est désormais au tour de l'Italie. Car au-delà des formes multiples que prennent dans chaque pays les expressions extrêmes ou démagogiques, il existe, Monsieur le Premier ministre, un dénominateur commun à tous ces exemples, la proportionnelle, intégrale ou partielle. Grâce au général de Gaulle et au père fondateur de la Ve République, les Français élisent quant à eux leurs députés au scrutin majoritaire à 2 tours. Ils bénéficient en retour de majorités claires et stables. Monsieur le Premier ministre, au vu des situations de nos voisins et amis, le gouvernement est-il toujours enclin à introduire une dose substantielle de proportionnelle? Peut-il prendre le risque d'ajouter à terme aux difficultés économiques du pays le risque d'une crise politique? Merci, chers collègues. La réponse est apportée par Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez, Monsieur le Sénateur, sur, au fond, la révision à venir à la fois de la Constitution, du nombre de parlementaires et du mode de scrutin qui permettra de désigner les parlementaires qui viennent représenter le peuple. Vous avez commencé votre question en parlant d'Italie et en mentionnant René Coty. Sachez que cette allusion va droit au cœur du Havrais que je suis, car il était Havrais. Et vous évoquez le risque politique qui, selon vous, s'attache au blocage institutionnel et qui viendrait nécessairement de l'utilisation du mode de scrutin proportionnel. Le débat entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel est un débat ancien. Je me permets d'observer, Monsieur le Sénateur, que la Ve République elle-même a vécu pendant un temps avec un mode de scrutin proportionnel intégral et que si l'on peut s'interroger sur les décisions qui ont été prises par les majorités issues de ces scrutins, personne, Monsieur le Sénateur, certainement pas le Sénat et aucun citoyen de bonne foi ne peut dire que les institutions auraient été pendant ces années-là, bloqué, en aucune façon. Je me permets de vous faire observer, Monsieur le Sénateur, qu'il est arrivé que des majorités relatives gouvernent sous la Ve République et que ça n'était pas quand le scrutin proportionnel intégral était en vigueur. Comme quoi, Monsieur le Sénateur, vous le savez parfaitement, les choses sont parfois un peu plus compliquées que ce qu'elles donnent à voir. Je me permets enfin, Monsieur le Sénateur, de vous faire remarquer que le système allemand, qui repose sur la proportionnelle, est un système qui a permis le renouvellement pendant plusieurs mandats des mêmes majorités, de majorités stables sous M. Schröder, de majorités stables sous M. Kohl, de majorités stables sous Mme Merkel, qui ont permis, reconnaissons-le, une action publique cohérente, courageuse et continue. Pourquoi je vous dis ça, Monsieur le Sénateur? Parce que le Président de la République s'est engagé pendant sa campagne à introduire une dose de proportionnelle dans la désignation des députés. J'observe d'ailleurs que la dose de proportionnelle existe au Sénat et je n'ai pas compris, Monsieur le Sénateur, que vous proposiez de revenir dessus.
une dose de proportionnel pour l'élection des députés. Pourquoi? Pour permettre à deux pans assez larges de la population française et des électeurs français d'avoir la garantie d'une représentation au sein de l'Assemblée nationale. Mais cette dose de proportionnel, monsieur le sénateur, elle doit aller entre 10 et 25%. C'est la proposition qui a été faite. Entre 10 et 25%, monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux, ça veut dire que le scrutin majoritaire prévaudra entre 75 et 90%. Je ne crois pas, monsieur le sénateur, qu'avec une modification de ce type, nous remettions en cause la logique des institutions. Je ne pense pas, vous avez parfaitement le droit de le penser, je ne pense pas que l'introduction de 10, 15, 20 ou 25% de proportionnel soit de nature à remettre en cause les institutions lorsque la proportionnelle intégrale en 1986, qui n'avait d'ailleurs pas interdit au Sénat de fonctionner, a été désignée. Autrement dit, monsieur le sénateur, je me réjouis que bientôt nous ayons cette discussion sur la révision constitutionnelle. Le gouvernement y est bien entendu prêt. Je pense qu'elle sera utile, intéressante et je crois, comme vous, que tenir les engagements de campagne qui ont été pris a une valeur. Merci. Merci, monsieur le Premier ministre. Vous avez 33 secondes, monsieur Brisson, pour la réplique. Monsieur le Premier ministre, lorsque les exemples venus de l'étranger sont bons, il faut les suivre. Lorsqu'ils ne le sont pas, il faut les fuir. Sachant aussi tirer les leçons de l'histoire. La Ve République assurer la stabilité politique en France, c'est l'un des legs les plus précieux du général de Gaulle. Revenir au scrutin proportionnel, c'est le retour au vieux monde, celui de l'instabilité politique, celui des tractations entre appareils politiciens, comme au bon vieux temps du régime des partis. Le scrutin majoritaire est indissociable de la logique de nos institutions. Merci, chers collègues. La parole est à madame Florence Lassarade pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte sur la situation de la psychiatrie. Lors de la visite au CHU de Saint-Étienne du 8 au 15 janvier 2018, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté a constaté des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes qui sont hospitalisées dans cet établissement. Elle a observé des conditions d'accueil indignes au sein du service des urgences générales, des pratiques abusives d'isolement et de contention dans les unités d'hospitalisation complète, ainsi qu'un défaut d'information des patients sur leurs droits. La contrôleure déplore que les conditions de vie de certaines personnes hospitalisées constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette situation s'explique par le manque de places d'hospitalisation dans les services de psychiatrie. Elle n'est pas exceptionnelle, mais plutôt symptomatique des difficultés qui touchent la psychiatrie en France. Elle est la conséquence de plusieurs paramètres bien identifiés, la baisse des moyens alloués aux services de psychiatrie et le problème de la formation. En 30 ans, le nombre de lits de ces services a été divisé par 2. 1000 postes de psychiatres restent vacants et la spécialité d'infirmier psychiatrique a disparu depuis les années 90. Conformément à la loi, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé a été destinataire de ces recommandations. Un délai de 3 semaines a été donné pour y répondre. Or, à l'issue de ce délai, aucune réponse de l'autorité compétente n'est parvenue. Monsieur le Premier ministre, je souhaiterais savoir quelles sont les mesures que vous allez mettre en œuvre pour pallier ces dysfonctionnements et améliorer les conditions des services de psychiatrie. Chers collègues, la parole est à monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Lassarade. Vous soulevez un sujet qui nous touche tous parce qu'aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, 1 personne sur 4 sera touchée de troubles psychiques à un moment de sa vie d'ici 2020. Donc quand on regarde dans nos entourages, évidemment, ce sujet de santé publique est un sujet majeur. Et pourtant, ce n'est pas un sujet tout à fait nouveau. Il remonte au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, cette spécialisation de la médecine de l'âme est apparue. Comme aujourd'hui, les questions étaient sur une thématique de mise en avant des femmes, j'ai envie de penser à Madeleine Pelletier, qui en 1906 a été la première femme psychiatre et qui en même temps était une féministe absolument convaincue et militante et qui disait qu'une femme doit être un individu avant d'être un sexe. Mais au-delà de cette référence-là, je voudrais vous dire que Madame Buzyn, qui est retenue à l'Assemblée nationale, a souhaité faire de la question des troubles psychiques un des combats majeurs de notre organisation nationale de santé et qu'elle assurera personnellement la présidence de l'instance nationale, le comité stratégique de psychiatrie et de santé mentale. Elle souhaite apporter une réponse au nom du gouvernement en 2 temps, avec 12 mesures d'urgence et des mesures de plus long terme.
Mais pour cela, il faut évidemment mobiliser tous les acteurs, la formation, la recherche notamment sur le repérage le plus précoce possible des pathologies qui doivent être renforcées, parce que c'est effectivement à ce moment-là qu'on va éviter, par la prévention, de se retrouver dans les situations que vous avez évoquées et que je ne nie pas. Il faut aller plus loin. La psychiatrie est inscrite comme une des thématiques prioritaires au sein du programme hospitalier de recherche clinique pour 2018. Et il est évident que la recherche française doit être accompagnée pour continuer à progresser sur ce sujet. Et en même temps, il faut que nous trouvions des réponses adaptées, territorialement adaptées, pour que nous puissions accompagner et préserver l'autonomie de ceux qui doivent être accompagnés à leur domicile. C'est donc cet ensemble de mesures qui doit nous permettre de prendre mieux en compte cette réalité qui devient aujourd'hui une réalité du quotidien pour beaucoup d'entre nous. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Lassarade, vous avez 22 secondes pour la réplique. Monsieur le ministre, le plan de mesures d'urgence pour la psychiatrie doit être accompagné d'une ambition jupitérienne au niveau de moyens matériels et humains. À défaut d'une véritable volonté politique, la situation risque encore de s'aggraver. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Ronan Le Gleut pour le groupe Les Républicains. Chers collègues. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des Affaires européennes. Le rayonnement de la France dans le monde passe par nos écoles, nos collèges, nos lycées français à l'étranger. Or, votre gouvernement procède à des coupes sombres et d'une violence inouïe à l'encontre de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, qui concerne 495 établissements scolaires dans 137 pays et qui scolarise 342 000 élèves dans le monde. En effet, en coupant de 33 millions d'euros, c'est-à-dire 10% du budget de l'agence, brutalement, sans concertation, sans méthode, vous fragilisez, vous mettez en danger l'avenir de nos écoles françaises à l'étranger, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, vous supprimez 512 postes sur 3 ans, dont 180 dès la rentrée. Or, recruter un enseignant de sciences physiques de terminale S parfaitement francophone à l'autre bout du monde, c'est très compliqué. Ensuite, vous augmentez les remontées de frais de scolarité de 6 à 9% vers Paris, ce qui va entraîner des déconventionnements. Enfin, les frais de scolarité sont déjà extrêmement élevés, entre 5 et 10 000 euros par an en moyenne et par enfant. Et donc, vous faites courir le risque qu'à la rentrée, ces frais de scolarité augmentent encore. Par conséquent, ma question est simple. Est-ce que votre politique consiste à démanteler le réseau d'écoles françaises à l'étranger, ou bien est-ce que vous allez changer de politique et faire ce qu'il conviendrait de faire, c'est-à-dire vous battre pour nos écoles et nos lycées français à l'étranger, qui sont le fer de lance de la francophonie, qui incarnent la voix de la France dans le monde et qui, d'une certaine manière, à l'image de ce que disait le général de Gaulle, incarnent cette certaine idée de la France. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La réponse est apportée par Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Le Gleut, le réseau de l'AEFE, c'est un réseau exceptionnel. Vous l'avez dit, 350 000 élèves scolarisés à travers le monde, dans 492 établissements. C'est un réseau qui relève 2 missions, une mission de service public pour les enfants de nos compatriotes installés à l'étranger et une mission d'influence puisque 2 tiers des enfants qui y sont scolarisés sont étrangers. En termes budgétaires, c'est la première priorité de notre diplomatie d'influence avec 60% du programme 185. Et cela va le demeurer. Alors oui, en 2017, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a fortement contribué aux annulations de crédits rendues nécessaires par l'état de nos finances publiques. Au total, 282 millions d'euros ont été annulés, dont 33 millions d'euros, c'est vrai, qui ont porté sur l'AEFE. Dans ce contexte, j'entends comme vous les inquiétudes exprimées. Mais je voudrais aussi vous rassurer. Je rappelle d'abord l'engagement du président de la République qui a salué devant l'Assemblée des Français de l'étranger le travail de l'AEFE et le travail de ses personnels et qui a confirmé que ces crédits seraient préservés en 2018 et en 2019. J'ajouterai qu'une dotation exceptionnelle de 14 millions d'euros a été ajoutée pour des questions de sécurité.
Je souhaite aussi vous indiquer que le président de la République a demandé au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de lui présenter, en lien avec le ministre de l'Éducation nationale, des propositions à l'été pour réformer l'agence. Sa situation budgétaire l'exige afin de pouvoir consolider le modèle des lycées français à l'étranger auquel nous sommes profondément attachés. Cette stabilité budgétaire doit donc permettre de conforter l'AEFE dans la durée sur la base d'une stratégie à la hauteur des deux grands défis que rencontre notre réseau, poursuivre sa mission de scolarisation des élèves français d'une part, contribuer à notre influence à travers la promotion de notre modèle éducatif partout dans le monde d'autre part. Merci beaucoup. Vous avez 11 secondes, Monsieur Le Gleu. Madame la ministre, il y a les paroles et les actes. Quand on supprime 33 millions d'euros, 10% du budget de l'agence, on ne défend pas l'enseignement français à l'étranger. Mettez en conformité vos paroles et vos actes. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Thani Mohamed Sohaili pour le groupe La République En Marche. Chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, depuis plus de 3 semaines, la population de Mayotte, lasse des violences au quotidien, manifeste contre l'insécurité, bloque les routes. Les fonctionnaires et les transporteurs exercent leur droit de retrait. Les services municipaux et départementaux sont fermés en solidarité. La journée d'hier a été marquée par une forte mobilisation populaire. Il ne s'agit pas seulement des caillassages dont sont victimes les lycéens, des agressions sur les routes, dans les villages et les maisons, ni de l'insuffisance de la réponse pénale. Les violences, c'est aussi l'embolie du système éducatif. Ce sont, dans un contexte de forte pression migratoire, les difficultés considérables d'accès aux soins, le manque de logements décents, la faiblesse des infrastructures, l'absence de services et d'encadrement qui existent partout ailleurs en France. La maternité de Mamoudzou est celle qui enregistre le plus de naissances en France. Quel avenir les parents qui ont défilé en si grand nombre hier peuvent-ils offrir à leurs enfants dans un territoire où la moitié de la population a moins de 18 ans? Des premières mesures ont été annoncées, dont le renforcement des forces de l'ordre, la création d'une brigade de prévention de la délinquance juvénile, un plan de sécurisation des établissements et des transports scolaires. Madame la ministre des Outre-mer a affirmé avec justesse que la seule réponse sécuritaire ne suffit plus et propose la tenue d'une conférence pour l'avenir de Mayotte après les résultats des assises. Vous comprendrez bien que la population ne puisse attendre jusque-là, car les besoins sont connus et appellent des mesures urgentes, globales, concrètes. Tiendrez-vous compte des propositions adressées au président de la République par l'ensemble des forces vives du département qui appellent unanimement à un plan ambitieux de développement? Le groupe La République En Marche et les sénateurs mahorais que nous sommes, en cette journée particulière où, dans mon département, nous nous souvenons de la lutte des chatouilleuses pour le choix de la France, nous vous le demandons solennellement, Monsieur le Premier ministre. Que répondez-vous à ceux qui pensent que la République a abandonné Mayotte? Merci beaucoup, chers collègues. La réponse est apportée par Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, les Mahorais font entendre leur colère. Ils sont inquiets pour leur sécurité et en premier lieu pour la sécurité de leurs enfants, pour la sécurité dans les écoles. Ils attendent des réponses. La première réponse est évidemment la sécurisation des écoles et ce dès la rentrée qui doit intervenir et qui interviendra lundi prochain. Toutes les dispositions ont été mises en œuvre pour faire en sorte qu'aucun élève, aucun enseignant, ni aucun agent travaillant dans les établissements ne soit menacé. 3 escadrons de gendarmerie mobile sont en cours de déploiement sur l'île, ainsi que des agents de sécurité et des médiateurs de l'éducation nationale. Des forces supplémentaires arriveront mardi. Avec Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous avons prévu une mobilisation totale des forces de l'ordre. Mais ça n'est pas suffisant, vous avez raison. Il faut aller plus loin et nos compatriotes attendent des réponses qui sont à la fois des réponses urgentes et rapides. En matière de sécurité, je l'ai dit, en matière de lutte contre l'immigration clandestine, en matière de santé, de logement, de transport. Des réponses rapides et urgentes, Monsieur le Sénateur, à des problèmes qui ne sont pas récents. J'ai été chercher, car je les ignorais, les chiffres de l'explosion démographique que connaît Mayotte. Ils sont
probablement trop méconnu, et il souligne très clairement la difficulté considérable que nous avons à être à la hauteur de ces enjeux. Je voudrais en donner quelques-uns, vous les connaissez, pardon, monsieur le sénateur, je voudrais les rappeler pour l'ensemble de la représentation nationale. En 1918, il y a un siècle, il y avait un peu moins de 15 000 habitants à Mayotte. En 1958, au moment de l'avènement de la Ve République, il y avait 67 000, un tout petit peu plus de 67 000 habitants sur l'île. En 2002, 160 000. En 2007, 186 000. En 2012, 212 000. Et en 2017, 254 000. La vérité, monsieur le sénateur, vous la connaissez parfaitement, vous la vivez, c'est que l'explosion démographique, à la fois sous l'effet de l'augmentation du solde naturel et liée à l'immigration clandestine, est absolument considérable, n'a aucun équivalent, et que, en termes d'équipement public, elle impose un effort véritablement inouï. Alors, je ne dis pas ça, monsieur le sénateur, pour dire que rien ne peut être fait. Je le dis parce que je crois utile de rappeler que le mécontentement qui s'exprime aujourd'hui et qui doit être entendu, et qui est légitime, il ne naît pas d'une situation récente. Il naît de la construction d'une situation qui donne le sentiment de ne plus être maîtrisable. Comment est-ce que nous nous proposons d'y apporter des réponses, monsieur le sénateur? En travaillant avec les élus sur l'organisation institutionnelle et l'organisation des politiques publiques qui permettent de définir des solutions. Nous voyons bien, vous l'avez mentionné, la question de la maternité. Plus de 10 000 naissances par an, c'est 2 fois plus que la plus grande maternité parisienne. Comment est-ce qu'on organise cette question? Est-ce qu'on s'autorise à travailler sur un nouveau statut de cette maternité? Est-ce qu'on réfléchit aux transformations qu'il faudrait apporter en matière de droit et d'accès à la nationalité à cet endroit? Je mets tout sur la table, monsieur le sénateur. Mais je veux dire, monsieur le sénateur, que les appels au décasage, que les barrières ou les barrages qui seraient posés sur les routes n'apporteront rien aux habitants de Mayotte. Ils ne permettront rien. L'objectif, c'est de pouvoir travailler. Madame la ministre des Outre-mer se rendra sur place pour installer cette conférence que nous voulons engager avec les élus. Et puis, il nous faudra prendre des propositions en assumant les difficultés spécifiques auxquelles est confronté ce 101e département français. Je voudrais dire, pour terminer, un mot, monsieur le sénateur, car j'ai entendu des élus, des maires, exprimer l'idée selon laquelle ils ne participeraient pas à l'organisation des élections législatives qui sont prévues à une date qui a été fixée. Je veux le dire, monsieur le sénateur, je ne crois pas une seconde que des maires et des élus de la République puissent entrer dans ce jeu qui consisterait à ne pas participer à l'organisation d'un scrutin national. Mais je veux le dire aussi, monsieur le sénateur, l'État prendra toutes ses responsabilités, car il n'est pas envisageable que des élections législatives ne se tiennent pas à la date qui a été prévue. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mardi 13 mars à 16h45 et seront retransmises sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat, ainsi que sur Facebook. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous avez pu la suivre en direct sur notre antenne. Une séance largement consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour en parler, on va retrouver Tam Tranui depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, vous avez suivi cette séance pour nous. Qu'en avez-vous retenu? Eh bien, effectivement, on peut retenir que plus de la moitié des questions ont été concentrées sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question des droits des femmes en cette journée internationale des droits des femmes, une thématique qui a été déclinée sous toutes ses formes, les moyens de la lutte contre les violences faites aux femmes, les centres éducatifs fermés pour adolescentes, la question de la prostitution adolescente, la question de l'égalité professionnelle. On a largement entendu les réponses de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui a annoncé la construction d'un nouveau centre éducatif fermé pour adolescentes, qui a également annoncé qu'il y aurait un nouveau quartier spécifique pour les femmes dans une nouvelle prison à Lutterbach.
et qui a également été l'occasion de citer Olympe de Gouges. Notez également que Muriel Pénicaud est-elle revenue sur les annonces de son plan en faveur de l'égalité salariale femmes-hommes, même si elle s'est fait tacler par la majorité sénatoriale sur le fait que son cabinet n'était pas paritaire. Enfin, notez que Marlène Schiappa, elle aussi, a dû défendre son budget, 30 millions de budget propre à son secrétariat d'État et puis également 420 millions d'euros en interministériel. À noter toutefois que l'on peut s'interroger sur le fait que cette question de l'égalité femmes-hommes n'ait fait l'objet d'échanges qu'entre des sénatrices et des femmes ministres, comme si cette thématique ne concernait pas tout le monde. Je vous laisse là cette réflexion. D'ailleurs, à noter que la deuxième partie des questions d'actualité a fait l'objet pour l'essentiel d'échanges entre des hommes et des hommes ministres. Il y avait aussi quelques femmes qui sont intervenues et on a notamment noté la dernière intervention du Premier ministre Édouard Philippe qui a longuement répondu au sénateur Thani Mohamed Soilihi sur la question de l'insécurité à Mayotte après plus de 3 semaines de manifestations pour manifester contre ces problèmes d'insécurité dans l'île qu'il a largement expliqué notamment par l'explosion démographique dans l'île. Le Premier ministre qui a annoncé une grande mobilisation des forces de l'ordre et également un plan à plus long terme. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. Et on va retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. C'est à vous. Benjamin Griveaux, merci de répondre à nos questions en cette journée internationale du droit des femmes. Des droits des femmes. Édouard Philippe parle de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Pourquoi ça marcherait maintenant, alors que ça fait 35 ans qu'on fait des lois et que ça n'a pas marché jusque-là? Alors, mauvaise nouvelle, ça fait 45 ans qu'on fait des lois. 78, la première loi. 72, la première loi, et on en a fait 12 depuis, et force est de constater que ça ne marche pas. Il y a un écart de 25% de salaire, il y a un écart de 9% à travail égal sur les salaires, et donc on va commencer à s'attaquer à ça. Et on va s'y attaquer de manière très simple, on va mettre à disposition des entreprises de plus de 250 salariés au 1er janvier prochain, et entre 50 et 250 salariés au 1er janvier 2020, un logiciel qui permet de comparer les rémunérations des femmes et des hommes à poste et à travail équivalent. Et elles auront 3 ans pour se mettre à niveau. Il y a 9% d'écart aujourd'hui. Dans 3 ans, si la mise à niveau n'est pas opérationnelle, il y aura une sanction financière. Mais réelle et sérieuse cette fois-ci, ce sera 1% de la masse salariale totale des groupes. Et donc je suis certain que d'abord on les incite, on les responsabilise et le cas échéant, on sanctionnera. Benjamin Griveaux, hier vous avez mis en garde le président du Sénat, Gérard Larcher, contre toute tentative de bras de fer sur la question du non-cumulé de mandat, sur cette question qui inquiète beaucoup les sénateurs de réforme des institutions. Le bras de fer avec le Sénat, on y est. Moi, je ne mets pas en garde personne. Je dis simplement une chose, que le président de la République et la majorité à l'Assemblée nationale ont été élus sur un projet clair de rénovation démocratique profonde de notre mode de fonctionnement. Que quand on regarde le score réalisé par les extrêmes aux élections législatives dernières, se dire qu'il ne faut surtout rien changer et continuer comme avant, c'est sans doute pas la bonne manière de faire. Et donc, je dis simplement que la baisse du nombre de parlementaires, la limitation, être 18 ans d'affilée maire doit suffire à pouvoir transformer sa ville et apporter un projet de territoire Donc net. vous nous dites quoi? Qu'il y a encore une marge de manœuvre aujourd'hui, que le gouvernement est à l'écoute des sénateurs? Que, le gouvernement par définition est toujours à l'écoute, mais qu'on est aussi extrêmement déterminé et que nous on a une feuille de route qui nous a été confiée par les Français qu'on entend mener à son terme. Très bien, merci Benjamin Griveaux d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. On continue ce débat autour de cette révision constitutionnelle qui s'annonce compliquée entre le Parlement et l'exécutif. Pour en parler, 2 sénateurs sur ce plateau. Éric Kerrouche, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste des Landes, membre de la commission des lois, alors que le Parti socialiste tient cet après-midi un séminaire pour faire ses propres propositions sur cette révision constitutionnelle. Face à vous, Arnaud de Belenet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur La République En Marche de la Seine-et-Marne, vice-président de la commission des lois. Première question, Arnaud de Belenet. On a vu cette semaine, cette annonce surprise lors de la révision constitutionnelle. Le gouvernement souhaite restreindre le droit d'amendement. Qu'en pensez-vous? Il y a parmi de très nombreux sujets qui ne souffrent absolument aucune polémique, mais on entend, et on va en reparler, qu'il y a un peu d'artifice et d'esbrouf autour de tout cela. Il y a une question qui est posée par le gouvernement, qui est celle d'endiguer des excès, des procédures de blocage qui ne rehausse pas l'image du Parlement.
Et c'est le surnombre d'amendements, de blocages qui n'ont pas forcément de lien avec le texte. Et donc, une des pistes qui a été évoquée est tout simplement de dire, lorsqu'il n'y a pas de lien avec le texte, considérons que l'amendement est irrecevable. Lorsque l'amendement a déjà été examiné en commission, est-il pertinent qu'il soit à nouveau réexaminé au Parlement? Sauf qu'en commission, il n'y a pas tous les parlementaires, Absolument. vous le savez, c'est un droit constitutionnel pour tous les parlementaires. Absolument, ça pose des questions, mais il y a une certitude qu'il faut quand même rappeler, c'est que le droit d'amendement est justement individuel, c'est le point que vous soulevez, et qu'il appartient à tous les parlementaires et qu'il n'est en aucun cas remis en cause. Éric Kerrouche, sur cette question, que pensez-vous de cette volonté, justement, à la fois de restreindre le droit d'amendement sur des examens qui ne seraient examinés qu'une seule fois, et ce, en commission, et après aussi de rendre proportionnel le droit d'amendement au nombre d'élus par groupe? On parlait d'artifice, on est exactement là-dedans. La question, c'est de savoir si cette majorité, ce gouvernement, ce président de la République veut débattre avec la représentation nationale. La réponse est manifestement non. On est en démocratie. Demos kratos, le pouvoir du peuple. Le corollaire, c'est qu'il y a une place publique, une agora, et cette agora, ce sont les deux hémicycles de l'Assemblée nationale d'une part et du Sénat d'autre part. Et normalement, un gouvernement doit savoir convaincre et passer au-delà des artifices éventuels pour contourner le débat. Mais ce qui est certain, c'est que ça se fait dans la discussion, notamment quand on a une majorité aussi importante. C'est un peu étonnant de voir justement, Éric une majorité aussi importante. On va retourner salle des conférences où Saveria Rogier va peut-être poser cette question à Christophe Castaner. Est-ce que le gouvernement souhaite débattre avec leur représentation nationale? On s'interroge ici sur ce plateau. Absolument, Delphine. Bonjour Christophe Castaner. Merci de répondre à nos questions. Avant de poser cette question, Delphine, un mot sur ce qui s'est passé hier au Sénat, la fronde unanime contre le gouvernement. Comment le gouvernement en est arrivé à utiliser cette procédure de vote bloqué alors que vous saviez pertinemment que ça allait déclencher la colère des sénateurs tous bords confondus? Tout simplement parce que nous n'avions pas le choix. Les sénateurs voulaient décider hier soir de créer 400 millions d'euros de taxes nouvelles, de taxes supplémentaires. Alors, ça n'est pas la feuille de route du gouvernement qui, au contraire, veut baisser la pression fiscale. Et donc, sur une bonne intention, celle de la revalorisation des retraites agricoles, sur la base d'un texte qui a connu un parcours un peu baroque. Je vous rappelle qu'il a été adopté dans les derniers jours de la mandature précédente, contre l'avis du gouvernement, mais soutenu par le Parti socialiste qui l'a fait voter. Ce texte arrive ici, est repris par une autre majorité qui, du coup, trouve finalement des vertus à l'ancienne majorité socialiste. Et donc, il s'agissait, pour revaloriser les retraites agricoles, ce qui était très louable, de créer un nouvel impôt de 400 millions. Donc le gouvernement a fait une proposition simple. Oui, nous voulons revaloriser les retraites agricoles, mais à l'échéance de 2020, parce qu'on ne trouve pas 400 millions d'euros comme ça et que il irait contre le sens de notre politique économique que de créer de nouvelles taxes. Christophe Castaner, l'autre mesure qui a déclenché la colère des sénateurs, c'est cette idée, cette limitation du droit d'amendement. Les sénateurs ont parlé d'atteinte au pluralisme et à une démocratie. Pourquoi le gouvernement a fait cette proposition? C'est une des propositions. Le droit d'amendement. Non, on ne veut pas le limiter. C'est une des propositions qui est proposée. Mais vous savez, il y a l'article 40 et 41 de la Constitution qui fait que bien souvent des textes qui relèvent du réglementaire se retrouvent dans les textes législatifs et ça n'est pas sain parce qu'ils sont réglementaires. Et on a cette espèce d'inflation. Vous savez qu'on a augmenté de 50% le nombre d'amendements débattus et adoptés dans la mandature précédente par rapport à la mandature d'avant. Accélérer la procédure parlementaire, c'est ça? Accélérer le temps parlementaire? Oui, c'est pour que le temps de la loi aille plus vite. Vous savez comme moi qu'il faut en moyenne 2 ans entre le début d'un texte et son aboutissement. Les Français ne vivent pas à ce rythme-là. Donc il faut se donner les moyens du contrôle et les amendements de l'évolution, les amendements en font partie, mais il faut aussi que le Parlement retrouve une volonté d'efficacité, de rapidité et une capacité de contrôler l'action du gouvernement. Parce que parmi les mesures que nous mettons en avant, c'est aussi de renforcer les droits de contrôle du Parlement qu'il n'utilise pas assez aujourd'hui. Christophe Castaner, on sent néanmoins que les relations sont tendues aujourd'hui avec le Sénat. Le bras de fer est tendu sur cette question de réforme des institutions. Comment on calme un peu le jeu? On continue le dialogue. Il y a des moments où le jeu politique peut susciter des emballements, on l'a vu hier soir, et sur des sujets qui doivent tous nous rassembler plutôt que de chercher à nous opposer. Et puis il y a le fondamental, c'est-à-dire la réforme de la Constitution. Le président de la République a été élu avec un mandat avec le peuple français, celui de la baisse du nombre de parlementaires, celui de la limitation du cumul dans le temps. C'est un des sujets de désaccord, semble-t-il, avec le Sénat. C'est une volonté de l'Assemblée nationale. Je crois que le Sénat n'a aucun intérêt à se replier sur lui-même
lui-même à s'enfermer dans le « c'était mieux avant » où on ne change rien. Je sais la volonté du président Larcher de poursuivre le dialogue, c'est celle du gouvernement et du président aussi. Très bien, le message est passé. Merci Christophe Castaner d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On entendait à l'instant Christophe Castaner sur justement cette situation qui se tend un petit peu avec le Sénat. Comment vous la vivez, Arnaud de Belenet, au sein du groupe La République En Marche ? D'abord, on vit les choses très bien parce qu'un débat s'engage. Les consultations commencent à peine. Donc il y a un dialogue qui s'instaure entre le gouvernement, qui a une feuille de route très claire. À l'issue de la campagne présidentielle, du vote au moment des législatives, il y a une majorité élue sur un programme et un gouvernement qui veut le mettre en œuvre. Donc la chose est très claire et ce gouvernement engage un dialogue avec notamment le Parlement. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a aucune problématique sur la partie réforme constitutionnelle. Tout le monde s'accordera à supprimer... Ça dépend ce qu'on met dedans, hein, c'est tout l'enjeu. Non, mais justement, c'est important de le rappeler. Tout le monde s'accordera sur l'effort de décentralisation qui est prévu dans la réforme constitutionnelle, le renforcement des pouvoirs avec la différenciation, avec le droit d'expérimenter pour les collectivités, ça fait partie de la réforme constitutionnelle. Tout le monde s'accordera, j'imagine, sur la suppression de la Cour de justice de la République, dont je suis un membre titulaire, et je défendrai cette idée de la suppression, parce qu'il est anormal qu'un membre du gouvernement, en 2017, soit encore jugé par une cour d'exception. Et il y a tout un ensemble de mesures qui font consensus, et qui apportent une vraie plus-value à l'organisation et aux règles de notre Constitution. Ce qui fait polémique, de manière entre nous artificielle, parce que ce sont 4 points qui ne relèvent pas de la réforme constitutionnelle, mais soit de la loi organique, soit de la loi, donc de la loi, donc du Parlement. C'est bien le Parlement qui décidera à la majorité d'un certain nombre de dispositions. C'est le cas pour les modalités d'amendement, ça relève de la loi organique. C'est le cas pour le nombre de parlementaires, ça relève aussi de cette loi évidemment. Et c'est le cas pour la limitation du cumul dans le temps et évidemment pour l'introduction d'une dose de proportionnelle. Ces 4 sujets-là, qui ne relèvent pas de la Constitution, mais bien de la loi, sont, de mon point de vue, instrumentalisé dans une veine politique, dans une veine approche polémique et très politicienne. J'entends un certain nombre de nos collègues qui disent d'ores et déjà, alors même que le débat s'engage, qu'introduire une dose de proportionnelle de 10 à 25%, c'est se retrouver dans la situation d'une instabilité comme celle que l'Italie connaît. C'est absolument effectivement évoqué d'une mauvaise foi inouïe, puisqu'on garde un scrutin majoritaire à 75 ou 90%. Donc introduire une dose de proportionnelle pour que l'ensemble des partis soient représentés à l'Assemblée nationale, c'est de ça dont il s'agit, ne bouleverse absolument pas nos institutions. Vous voyez, ça illustre bien les polémiques un peu artificielles. On travaille justement cet après-midi en séminaire sur toutes ces questions. Vous avez jugé cette révision constitutionnelle proposée par le gouvernement pauvre et incomplète. Pauvre, c'est un euphémisme. C'est d'une indigence totale. Mais je vais revenir sur un point quand même par rapport à ce qu'a dit M. Castaner. Alors, j'ai pas la même flexibilité idéologique que la sienne. Néanmoins, c'est sûr que passer les retraites de 75%, les retraites agricoles de 75% à 85%, c'est peut-être compliqué, mais visiblement, augmenter les revenus des 100 personnes les plus aisées en France de 582 000 euros par an avec les choix que vous avez faits budgétairement, ça ne vous pose aucun souci. On a une conception de la justice sociale qui est différente. Maintenant, sur le point que vous avez abordé, il n'y a pas de réforme. Les réformes de la Constitution, avant, elles étaient pensées. On pense à la commission Vedel, on pense à la commission Balladur. Là, il y a une succession de petites propositions qui, ensemble, n'ont aucun sens et dont on dit qu'elles constituent une réforme. Ce n'est pas du tout l'approche qui a été la nôtre. Pas l'efficacité du Parlement, cette révision constitutionnelle, c'est ce que vous dites ? C'est absolument pas la perspective. La perspective du président de la République et du gouvernement, c'est de réduire l'influence déjà limitée des parlementaires, de réduire le rôle des parlementaires et l'importance du débat démocratique. C'est son choix, je le respecte, mais je ne le partage absolument pas. C'est pour ça, en ce qui nous concerne, que nous finissons d'avoir une ambition un peu plus grande, qui est d'avoir une volonté d'aller dans le sens de ce que connaissent les autres démocraties occidentales, c'est-à-dire un rôle du Parlement qui soit entier et plein dans le respect des pouvoirs de l'exécutif. C'est aussi simple que ça. On veut l'équilibre ou on nous impose là un déséquilibre
en faveur de l'exécutif et singulièrement du président de la République. Alors avant de poursuivre ce débat, on continue les réactions politiques puisque Saveria, vous êtes avec Hervé Marseille, c'est le président du groupe centriste ici au Sénat. Absolument, bonjour Hervé Marseille, merci Bonjour. de répondre à nos questions. Vous serez reçu demain matin par Édouard Philippe, par le Premier ministre. Le sujet bien sûr c'est la réforme des institutions. Dans quel état d'esprit vous rendez-vous à ce rendez-vous ? Écoutez, mon groupe souhaite le bon aboutissement de cette réforme. Pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition, mais nous souhaitons accompagner cette réforme. Elle a été voulue par beaucoup de candidats au moment des élections présidentielles, qu'on baisse, ma foi, le nombre de parlementaires, pourquoi pas, il faut discuter le niveau. Justement, vous partagez les lignes rouges du président du Sénat, Gérard Larcher ? Ça dépend lesquelles. Il y a un certain nombre de lignes qui concernent le Sénat, mais je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'idée que nous vivons dans un système bicaméraliste, que le Sénat doit affirmer sa présence, que les sénateurs doivent être élus dans le cadre départemental, je pense que ça ne doit pas pouvoir poser de problème. La réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, la limitation des mandats à 3 identiques consécutifs pour les députés, sénateurs et présidents d'exécutifs locaux, voilà 2 lignes rouges du président du Sénat. Enfin, ce n'est pas tout à fait des lignes rouges. La limitation du non-cumul dans le temps, ce n'est pas un dogme. On doit pouvoir examiner ce que ça veut dire. Et puis la limitation du nombre de parlementaires. J'ai souvenir que pas mal de candidats l'a proposé aux élections présidentielles. L'un d'entre eux en particulier proposait 200 sénateurs. On est loin du compte. Je crois qu'aujourd'hui on est plutôt à 240, peut-être même 260, j'espère qu'on en aura autour de 260. Ça sera l'objet de la discussion. En revanche, le droit d'amendement, lui, doit être défendu. Très bien, merci Hervé Marseille, merci d'avoir répondu à la question, merci beaucoup. Merci beaucoup Saveria Rojek. Arnaud de Belenet, on a vu quand même le gouvernement brandir cette menace d'un référendum s'il n'y avait pas l'accord des 2 assemblées. Est-ce que c'est un bon moyen pour négocier cette menace de référendum ? Écoutez, il y a une certitude, c'est qu'il y a, pardon de leur dire, mais il y a une réforme de la Constitution qui ne peut faire que consensus. Outre ce que j'ai dit, on donnerait aussi par cette réforme une plus grande autonomie au parquet et il y a une réforme du syndicat du Conseil supérieur de la magistrature. Donc la partie constitutionnelle ne pose aucun problème. Il y a des polémiques ou des procès d'intention, c'est la vie politique dont acte, sur des sujets qui relèvent du bon sens. Est-ce qu'on limite un peu le nombre de parlementaires pour donner plus de moyens justement de contrôle aux parlementaires sur le gouvernement ? Est-ce qu'on limite un peu le nombre pour que les moyens servent à une réalité du contrôle qui, en tant que jeune parlementaire, je trouve plutôt insuffisant. J'estime ne pas avoir assez de moyens de contrôle. Cette réforme qui est proposée, qui n'est pas la partie constitutionnelle, permettrait qu'on ait plus de contrôle. Donc la question porte, puisqu'il y a débat sur les sujets qui relèvent de la loi, sur le recours au référendum pour ce qui relève de la loi et pas de la Constitution. Et rien n'interdit au président de la République, s'il l'estime opportun, de solliciter l'avis des Français. J'espère qu'il y aura un accord, parce qu'honnêtement, et qu'on n'aura pas besoin, que le président n'aura pas besoin de recourir au référendum. Honnêtement, si on n'est pas capable au Sénat de se mettre d'accord sur le cumul dans le temps, sur le nombre de parlementaires, quelle image donne-t-on de la politique à nos concitoyens qui appellent à un peu d'efficacité et pas au conservatisme et à la préservation des acquis. Contrairement à la majorité sénatoriale, les socialistes sont plutôt favorables à ce non-cumul dans le temps. En revanche, sur la baisse du nombre de parlementaires, là, les positions sont un peu partagées au sein du groupe. Sur le non-cumul dans le temps, ça pose aucun problème. Et on peut s'entendre sur le fait qu'effectivement, 18 ans de vie publique et à des postes différents en plus. Donc, moi, j'y vois pas de souci. Sur la réforme du nombre de parlementaires, discutons-en, mais c'est faire d'un élément périphérique l'outil ou le moyen particulier de discussion. Parce que le problème, il n'est pas là. Il est absolument pas là. Le problème, c'est le poids de cet exécutif dans la discussion actuelle de la loi au sein de notre pays. C'est aussi simple que ça. La question des parlementaires, on peut en discuter, mais comment représentera-t-on encore les territoires ? Quid des départements qui n'auront plus de députés ou un seul député ? On est pratiquement à la moitié dans les projections
des députés, des départements concernés. Ça pose une vraie difficulté. On peut réduire le nombre de parlementaires, mais on en a déjà moins qu'en Italie ou en Grande-Bretagne, alors qu'on est à peu près équivalent. On a un nombre moyen d'élus en termes de population, 1 pour 114 000, 120 000, qui est à peu près exactement dans la moyenne européenne. Donc on peut en discuter, mais ne faisons pas comme si ce débat devait éclipser tous les autres. Mais j'entends bien que c'est ce que souhaite le gouvernement. Eh bien, merci à vous, Éric Kerrouche. Merci Arnaud de Belenet. On aura l'occasion de parler de cette révision constitutionnelle sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Ce soir, à 22h, on va plus loin. L'actualité du jour, un match des idées et un entretien présenté par Rebecca Fitoussi. Suivi à 23h de Ma Voix compte, égalité, les femmes ont-elles perdu la bataille? Les magazines de mode font partie du problème, il serait temps qu'ils fassent partie de la solution. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé une marque de mode. Comment se reposer, comment réapprendre à prendre du temps pour soi, même si on a des enfants. C'est hyper féministe. Bonne soirée sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Aujourd'hui, ce n'est pas le divorce, aujourd'hui, c'est l'organisation de la séparation. La famille, c'est l'essentiel pour la plupart d'entre nous. Bien bonjour à chacun, l'audience est ouverte. Ça concerne à la fois leur intimité de couple et leurs enfants. Ce que je souhaite, c'est que vous épargniez l'un et l'autre vos enfants. Il est d'accord avec le divorce? Très jolie phrase de Boris Vian qui dit « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est le bonheur de chacun. » Les murmures du palais. Un documentaire inédit à retrouver dans Droit de suite, lundi à 20h30.